Notre chroniqueur, j'ai cherché un titre de Daniel Balavoine qui lui irait bien et j'ai trouvé l'une de ses premières chansons, figurez-vous. T'as de la confiture partout sur la figure que c'est lourd. La confiture. Eh oui, Olivier Pouls n'est pas venu les mains vides ce matin. Mais pas avec de la confiture. Les amis, je sais pas, est-ce que vous avez entendu parler récemment de Jonathan Dudek? Qui est Jonathan Dudek? Pas du tout. Eh bien, depuis un peu plus d'une semaine, le gars est champion de France. Alors non, Anissa, pas de mangeage de saucisses de morteau, ni de gobage d'œufs de caille, mais très sérieusement, de pâté en croûte. Oh là là, ma passion sur Terre. Eh oui, une discipline qui, je l'espère, oui, et j'espère que ce sera bientôt. J'ai l'impression qu'une chronique sur deux ici est consacrée au pâté en croûte. Non, on n'en a pas fait tant que ça quand même. Et alors, vous dites pâté en croûte ou pâté croûte? Ah bah alors justement, on va en profiter pour mettre les choses au point. Une fois pour toutes les choses au point. En fait, on ne dit ni pâté en croûte, ni pâté croûte. Le débat ne devrait pas exister parce que dans les deux cas, en fait, c'est un pléonasme. Le terme pâté, apparu au Moyen-Âge, désigne une préparation enrobée de pâte. Et ce qui ne l'est pas, c'est de la terrine. Donc on doit dire tout simplement le pâté, un pâté. Il y a toujours de la pâte autour. Eh bah ouais. Et au passage, la fameuse croûte, pâte pâté. Bien sûr. La croûte, au Moyen-Âge, elle n'était pas destinée à être mangée. Elle n'était pas bonne, elle était dure, elle était sèche. Ça protégeait en fait. Voilà, elle servait à conserver la viande. Donc quand on prend une tranche de pâté chez le charcutier qui n'a pas de croûte autour, c'est de la terrine. Bah ouais, exactement. Voilà, toutes vous ces aurez années au moins pour appris découvrir quelque ça. chose. Bah oui, bien sûr. Bah oui, la croûte, en fait, on la consomme que depuis le XVIe siècle et la Renaissance, parce qu'avec les améliorations de techniques de pâtisserie, justement, eh ben, on va enfin faire des croûtes qui sont absolument comestibles, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, vous nous avez amené le pâté croûte du champion du monde. Il n'est pas champion du monde, parce que le championnat du monde, ce sera dans quelques semaines, mais il est champion de France, il est évidemment qualifié pour le championnat du monde. Non, je vous ai apporté parce que le sien n'est pas encore disponible dans le commerce, il le sera à partir de la semaine prochaine. Ça, c'est le pâté de son mentor, qui est un autre cador du pâté, c'est Arnaud Nicolas, meilleur ouvrier de France. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est délicieux. Alors celui-là, il est volaille, foie gras, et surtout, regardez la qualité de la croûte. Et c'est ça le secret d'un vrai bon pâté, c'est d'avoir cet équilibre entre une farce moelleuse avec du goût, mais surtout une croûte qui n'est pas molle. Mais c'est quoi comme pâte? C'est de la pâte feuilletée? Alors là, il y a un secret. Là, on est dans une pâte qui effectivement est un peu feuilletée. C'est généreusement beurré, parce qu'il n'y a pas de secret quand même. Bien sûr. Et oui, c'est vraiment très bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy? Écoutez, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais. Je voudrais vous dire que les pâtes, tout le monde croit que c'est les Chinois ou les Italiens qui l'ont inventé. Pas du tout. Ah bon? Oui, c'est en Tanzanie, parce que, écoutez, des pâtes. Oui, mais le Tanzanie. On n'a pas le roulement de tambour. Oui, c'est vrai que... Bravo Guy. Bravo Guy. Bon, et puis alors... Merci. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en réalité, au départ, c'était non pas les charcutiers qui faisaient les pâtés, mais on les trouvait chez les boulangers, parce qu'eux avaient le four et la technique pour faire la pâte. Alors, le plus grand de tous, le plus célèbre de tous ces pâtés, et on le trouve en ce moment parce qu'il est un peu saisonnier, c'est le fameux oreiller de la Belle Aurore, que quelques charcutiers se risquent encore à faire. C'est une recette incroyable qui remonte aux années 1890 pour la grand-mère du célèbre gastronome Bria Savarin, qui s'appelait Aurore Récamier. Et alors là, tenez-vous bien, c'est une pièce d'environ 15 kilos, qui se compose d'une quinzaine de viandes, de la volaille, des riz de veau, du gibier à plumes, à poil, du foie gras, des truffes. Il faut au moins l'avoir goûté une fois dans sa vie, c'est un savoir-faire exceptionnel. Et puis notre ami Jonathan, il sera en finale du championnat du monde qui se déroulera le 1er décembre à Lyon. Alors attention, parce que c'est devenu un truc très sérieux. Il y a des présélections dans une quinzaine de... Voilà. Alors les 5 dernières éditions, sur les 5 dernières éditions, il y a 4 Japonais qui l'ont emporté. C'est fou quand même. Il va falloir être très fort. Ça devient un truc démentiel de technicité, d'esthétisme et puis de goût aussi, parce qu'il faut trouver le. Faut qu'on envoie Olivier Pouls. Bien sûr. Non, j'ai pas la prétention de pouvoir. Celui d'aujourd'hui, il vaut largement le titre de meilleur du monde. C'est celui d'Arnaud Nicolas. Et donc celui champion de France sera disponible dans les boutiques d'Arnaud dans le 18e arrondissement à partir de la semaine prochaine. Merci Olivier Pouls pour cette régalade. Dans un